Bonjour. Dans l'ancienne Afrique, l'Afrique contemporaine, l'Afrique de nos ancêtres, le monde invisible et le monde visible se côtoyaient presque. Le monde invisible et le monde visible étaient deux pôles d'une même pièce et les deux s'entremettaient dans leur fonctionnement. Mais nos anciens nous ont conté dans les mythes et légendes que le monde invisible a toujours dirigé, gouverné et défini l'équilibre du monde visible. Aya Namaste, chers toutes, chers tous. Bienvenue à notre nouvelle émission sur la chaîne YouTube, cette chaîne de connaissances métaphysiques. On m'appelle Sri Euseb Awandino. Je suis instructeur spirituel. Alors, aujourd'hui nous allons rentrer encore dans les méandres de la tradition kémète pour ressortir la meilleure version authentique des concepts volés peut-être par l'Occident, mais pour les Africains encore africanisés, cela n'est qu'une fonction de leur nature. Il s'agit de la politique, mais pas la politique politicienne. Nous voulons parler des luttes politiques. Code, mythe et vérité. Lutte politique. Code, mythe et vérité. Vous savez, si l'Africain a compris quelque chose, c'est que il sait, il a cédé à la vérité selon laquelle le monde invisible téléguide inévitablement toujours le monde visible. Et qu'en réalité, le monde invisible est la vérité du réel. Par contre, le monde visible est le réel. Ce qui veut dire, pour clarifier le monde visible, il faut retrouver sa racine qu'est le monde invisible. Oui. Voilà pourquoi, dans la science de la transmutation égyptienne, nous énonçons un principe essentiel. Je cite, toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Ce qui veut dire quoi? Que soient les éléments factuels ou non factuels du monde invisible, les éléments factuels ou non factuels du monde visible, les deux doivent interagir de façon équilibrée. C'est ça qui fait même le cosmos, la maths, l'ordre. Or, vous savez que la maths est indispensable à la nature. On ne peut pas dissocier la maths de la nature. Alors, c'est quoi la politique? Il ne s'agit pas pour nous de définir la politique, mais il s'agira pour nous de ressortir les symboliques nécessaires pouvant nous aider à donner la signification de la politique. Alors, nous allons commencer notre aventure dans la grande empire de l'Égypte antique, précisément dans la science des hiéroglyphes. En réalité, quand on parle de l'Égypte, Égypte étymologiquement veut dire sanctuaire de l'univers. Sanctuaire de l'univers. Donc, ne percevez pas l'Égypte comme une région du monde physique ou comme une région factuelle et autre. Non. Mais mythiquement parlant et
étymologiquement parlant, Égypte est tout simplement, ou représente tout simplement le sanctuaire de l'univers. Qu'est-ce que j'appelle le sanctuaire de l'univers? Le sanctuaire de l'univers, c'est tout simplement ce pôle, ce courant, vous voyez, dans laquelle, ou ce courant vibratoire, au sein de laquelle toutes les énergies, les forces et entités convergent à l'unisson. Au sein du sanctuaire de l'univers, toutes les énergies, les vibrations, toutes les entités et esprits de la nature ou de l'univers vivent à leur véritable identité et interagissent selon les fonctions intimement alliées, associées à leur identité. Alors, donc, sanctuaire de l'univers, l'Égypte représente le sanctuaire de l'univers. Pas Égypte en tant qu'une terre. Mais quand on parle du sanctuaire de l'univers, nous avons en fait deux grands arcanes qui s'y joignent. Nous avons les deux terres. Et quand on parle des deux terres, il s'agit des deux courants d'énergie. C'est-à-dire le courant d'énergie tellurique et le courant d'énergie cosmique. Donc le sanctuaire de l'univers est en quelque sorte une matrice synthétique des deux courants d'énergie universelles. C'est-à-dire, c'est la matrice synthétique des énergies cosmo-telluriques. Voilà pourquoi on parle en Égypte du Basse-Égypte et du Nord-Égypte. Pour dire en réalité quoi? Pour ressortir en fait la dimension gémellaire ou jumelle. Vous voyez? Ou la fonction jumelle, ou la dimension jumelle du sanctuaire de l'univers. Ça veut dire qu'en fait, le sanctuaire de l'univers, c'est tout simplement une réalité, un principe, mais en même temps, une région de notre univers. Pas du monde physique, vous voyez, mais qui comporte, ou qui est en quelque sorte une plateforme sur laquelle les énergies telluriques, vous voyez, rejoignent les énergies cosmiques et les énergies cosmiques rejoignent les énergies telluriques, en fait, de façon continuelle. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on parle des énergies telluriques, ce sont en quelque sorte une qualité, c'est une qualité énergétique de la nature. Mais cette qualité énergétique de la nature ressort la capacité de la nature à s'auto-digérer, à s'accepter, à s'auto-digérer et en fait à s'auto-procréer. Vous comprenez? Par contre, les énergies cosmiques représentent une qualité énergétique de la nature. Vous voyez? En fait, ça énonce la capacité de la nature en fait, à s'expanser, à se transcender et à se transversaliser. Alors, quand on parle de la politique dans ce cas, c'est quoi? La politique est profondément l'exercice de l'équilibre entre les énergies cosmotelluriques. Vous voyez? Donc, la politique, c'est l'exercice de l'équilibre entre les énergies cosmotelluriques dans une, je vais dire, cité. Voilà pourquoi dans l'Afrique antique, dans le continent Kémet, on dit que la véritable politique, c'est la gestion de la société par les énergies.
Parce qu'en réalité, c'est deux choses qui se sont unies pour créer les mondes, les plans. Il y a le temps, l'espace, il y a les énergies, mais il y a les énergies, pas uniquement les énergies telluriques. Quand on parle de la création des mondes, et nous avons au moins 7 mondes, le monde physique, le monde éthérique, le monde astral, le monde mental, le monde causal, le monde bouddhique et le monde atomique. En fait, il y a les énergies cosmotelluriques qui ont contribué à, en fait, la création des mondes. Ça veut dire quoi? Lorsque vous prenez le monde physique, vous avez le temps et l'espace, mais vous avez un part, ou une part, voilà, un part des énergies telluriques, des énergies cosmotelluriques qui ont créé ce monde-là. Les mondes, en fait, sont des fréquences vibratoires. Voyez? Mais les fréquences vibratoires du principe synthétique, du temps, de l'espace, de l'énergie. Vous comprenez? Mais des énergies cosmotelluriques. Donc, un monde, c'est un mélange alchimique. Vous voyez? Un mélange alchimique de la vibration du temps, de l'espace et de l'énergie cosmotellurique. Vous comprenez? Donc, le fonctionnement d'un monde passe forcément par la gestion à travers les énergies. Toute cité fait partie d'un monde ou du mode opératoire d'un monde. Alors la politique, essentiellement, fondamentalement, est tout simplement la gestion d'une cité ou l'exercice de l'équilibre des énergies cosmotelluriques dans une cité. Ça peut être espace-temps, etc., etc. Voilà pourquoi lorsque vous allez en Égypte antique, le pharaon qui représente, qui est l'autorité spirituelle et matérielle, ou l'autorité spirituelle et matérielle de l'Égypte, en fait, dispose sur sa tête une couronne à double couleur, couleur rouge et blanche, pour en même temps symboliser les doubles énergies, c'est-à-dire les énergies cosmotelluriques. Vous comprenez? Pour dire quoi? Le pharaon est le canal par lequel les énergies cosmotelluriques dirigent la cité de l'Égypte ou gouvernent la cité de l'Égypte. Vous voyez? Alors, nous allons rentrer un peu dans l'étymologisme du mot politique. Bon, dans la langue grecque, en fait, ça veut dire Héliopolis Écosse. Héliopolis Écosse, qui veut dire la gestion de la cité. Vous comprenez, la gestion de la cité. Mais en réalité, c'est Écosse qui veut dire gestion, mais Écosse est un ancien mot issu de Cori ou Horus. Ok, ça on fait comprendre. Horus, c'est le principe de l'héritage divin. Donc, Héliopolis, Écosse, selon la sémantique initiatique de l'Égypte antique, veut dire tout simplement la cité de l'héritage divin. La cité de l'héritage divin. Alors, en fait, qu'est-ce qui symbolise l'héritage divin? C'est la lumière. La lumière, c'est l'héritage à tous les dieux. La lumière, c'est l'héritage à toutes les créations. La lumière, c'est l'héritage à toutes les créatures et créateurs.
La lumière, c'est ce qui unit toutes les choses dans leur diversité infinie. Donc la politique, c'est un enjeu fondamental de lumière. C'est ce que les Africains ont compris. Voilà pourquoi on ne peut pas dissocier la politique de la spiritualité. C'est un système de diffusion de la lumière de vie. Autrement dit, la politique, en fait, c'est un réseau d'exercice de l'intelligence de la lumière de vie. Selon les origines de la politique, un politicien est un homme intelligent parce qu'il est fondamentalement un artisan de la vie. Un politicien, on n'est pas politicien pour servir ses intérêts. En fait, aujourd'hui, à nos jours, la politique est dépouillée de toute éthique. Oui, c'est dépouillé de toute éthique. Un politicien, selon la sagesse de nos ancêtres, est un serviteur de la vie. C'est un adepte de l'océan de la pure et parfaite lumière. C'est un messager de l'héritage divin dans la cité. C'est un garant de l'héritage divin. Vous savez, l'héritage divin qu'est Horus s'exprime à travers quoi? L'équilibre. Donc la politique doit être en fait un enjeu d'équilibre, a été toujours un enjeu d'équilibre. En fait, si nous allons rentrer dans sa véritable authenticité. Alors, pour aller plus loin, retournons toujours en Égypte antique et intéressons-nous à la divinité Horus. Oui, Horus. Selon les légendes, Horus est en fait la descendance directe de Osiris et de Isis. Bien. Alors, pour mieux clarifier la chose, nous allons encore remonter, parler de l'histoire d'Osiris. Vous savez, Osiris a toujours une confrérie avec Seth, son petit frère Seth. Et selon la légende, ce qui est la base de leur confrérie, suivez-moi bien, c'est tout simplement que du fait que Seth soit impuissant et que Osiris soit viril. La possibilité que Osiris dispose d'une possibilité de fécondité, de virilité, de procréation, Seth n'y disposant pas. Et comme Osiris était le viril, naturellement, il était l'aîné. Parce qu'en Afrique, l'aîné, fondamentalement, c'est quelqu'un qui a la possibilité, qui a comme fonction de multiplier, en fait, la lignée de ses ancêtres. En plein temps, je vais faire une métaphysique une émission sur la métaphysique de l'aîné ou du droit d'aînesse. Et comment on peut vendre son droit d'aînesse. Supposons cette bêtise que nous constatons aujourd'hui dans notre monde, selon laquelle tu mets au monde un enfant et la maman peut s'auto-donner, peut attribuer son nom de famille à l'enfant, c'est vendre son droit d'aînesse. Oui. C'est vendre son droit d'aînesse. Je vais y revenir dans une nouvelle émission. Et on vend ça au nom de la matriarcanerie. Encore que vous ne savez absolument rien de ce que c'est que la matriarcat. Vous n'en savez rien, totalement rien. La matriarcat n'est pas occidentale. Donc les occidentaux sont mal passés pour parler de la matriarcat. Tout ce qu'on voit dans les dessins animés, on peut recopier bêtement et de façon idiote. Voilà. Revenons à notre thème. Donc, en fait, je vais dire, selon la légende, Seth a toujours une haine, une vengeance et une jalousie vis-à-vis de Osiris, jusqu'au point qu'il a comploté une meurtre pour tuer
Osiris. Une scène pour, en fait, commettre le meurtre d'Osiris. Mais en réalité, tout le sens de la politique est là. Vous savez, Osiris symbolise la force. Oui. Osiris symbolise la force. C'est la force qui est source de l'autorité. C'est la force qui est la source du principe de la bienveillance spirituelle et intérieure. C'est la force qui accorde l'autorité. Car la force est éternelle. Mais en fait, cette représente le principe de la puissance. Vous voyez, la puissance. Mais ce que vous ne savez pas, en fait, la puissance a comme fonction la régularisation de la force. La puissance, en fait, permet à la force de toujours tenir en équilibre. Donc, il n'y a jamais eu de conflit entre la puissance et la force. C'est des légendes pour énoncer la fonction de la puissance auprès de la force. Mais autre chose, vous avez constaté que, selon la légende, les mêmes conflits qui ont existé entre Osiris et Seth ont continué avec Horus et Seth. Et qu'inévitablement, Horus a toujours remporté sur Seth. Eh bien oui, tout le sens profond des luttes politiques est là. Car Horus représente le pouvoir pérenne. Horus représente le pouvoir pérenne. En fait, Horus, c'est le symbole flagrant du pouvoir. Vous comprenez? Or, le pouvoir, en réalité, est un enjeu d'exercice. Ça peut être un enjeu d'exercice d'autorité, vous voyez, et un enjeu d'exercice d'équilibre. Voilà pourquoi on associe le pouvoir politique à Horus. Mais c'est Horus qui va venir construire la sémentarie entre Seth et son père, qui est Osiris. Vous avez constaté que, selon la légende, Horus et Seth se sont tout le temps combattus, mais ils sont parvenus toujours à l'union. L'Otep. Et c'est là que j'en viens. Vous savez, ce qui représente la pierre angulaire d'une société, d'une cité, c'est son identité. Oui, son identité. Sa force. La lumière provient de l'identité. La lumière provient de la force. Vous comprenez? Et en fait, le pouvoir, qu'elle soit politique, doit maintenant, son rôle, c'est de permettre la diffusion. Vous voyez? Et la division de la lumière et l'effectivité, vous voyez, de l'exercice de l'autorité, de l'identité dans la société. Donc, le pouvoir politique ne doit nullement pas être en conflit avec l'identité intrinsèque d'une terre. C'est comme le pouvoir politique représente, je vais dire, le bras opérationnel de l'identité intrinsèque culturelle ou culturelle d'une terre. C'est ça en réalité. Voilà pourquoi on ne peut pas dépouiller la politique ou le pouvoir politique
de tout sa contenu occulte et initiatique. En Afrique, il n'y a que les initiés, jadis, qui accédaient à la magistrature suprême. Oui, c'est ça en vérité. Alors, que représente alors 7 dans ce cas? 7 représente la puissance. Vous voyez? Mais l'identité profonde de 7, vous allez constater que 7 est doté d'une identité d'énergie sexuelle. En réalité, 7, le principe sectien, où 7 représente la capacité de régularisation et de la veille. Vous voyez? Sur le pouvoir politique et sur l'identité intrinsèque de la terre en termes d'équilibre. Ça veut dire qu'en réalité, 7 veille à ce que le pouvoir politique, vous voyez, ne quitte pas ses prérogatives, en fait, se détourne pas de sa véritable mission, qui est en fait de relayer, de rendre effectif l'autorité identitaire d'une terre dans la cité, ou même de rendre effectif, de relayer même la lumière identitaire dans la société ou dans une cité. Vous voyez? Donc en réalité, en fait, quand vous parlez de la politique, vous parlez vous parlez du pouvoir et du contre-pouvoir. En fait, le rôle du contre-pouvoir, ce n'est pas de combattre le pouvoir. Non, je suis désolé, ça c'est occidental. Mais le rôle du contre-pouvoir, c'est de veiller à ce que le pouvoir ne se détourne pas, vous voyez, de ses prérogatives, qui est de, en fait, rendre effective l'autorité identitaire ou l'autorité de l'identité intrinsèque de la terre dans la société. Deuxième niveau, qui est de, en fait, relayer ou diffuser la lumière de l'identité de cette terre dans la cité. C'est ça le rôle. C'est ça, en fait, le rôle de ce que je vais appeler le pouvoir et le contre-pouvoir. Donc, les luttes politiques, symboliquement, représentent, vous voyez, le conflit qu'il y a toujours eu entre Horus et, en fait, Seth. Mais ce conflit, c'est que Seth, en tant que garante, en tant que, je vais dire, principe, ou je vais dire identité sexuelle, vous voyez, veille, a comme fonction de veiller à ce que le pouvoir politique qu'est Horus joue bien son rôle, vous voyez, de diffuseur de la lumière de la vie dans la société. Et lorsque la lumière de la vie est pérennement diffusée dans la société, c'est ça qu'on appelle le développement. Alors, ça, il m'intéresse de vous ressortir la symbolique du développement. Le développement, ce n'est pas lorsque vous avez des routes. Non, je suis désolé. Ça, c'est ce que je vais appeler les effets au développement. Les routes, les hôpitaux, tout ça, c'est les effets au développement. Mais le développement, c'est Hotep. Symboliquement, le développement est Hotep. Le développement est Hotep. Hotep, est composé de
les testicules de Dieu, Seth et l'œil d'Horus. Vous comprenez? L'œil d'Horus est en fait, représente le symbole de la spiritualisation et de l'éveil profond. Par contre, les testicules de Dieu, Seth, représentent le symbole, je vais dire, de la pureté, de l'équilibre et du pragmatisme ou du concret. Donc, Hotep, c'est tout simplement lorsque les testicules de Seth et les d'Horus sont restaurés de façon harmonieuse dans un même courant. Et c'est ça le développement. Le développement d'un peuple ou le développement d'une nation, en fait, c'est lorsque les énergies sexuelles de l'identité de ce peuple parviennent à s'entendre avec les énergies spirituelles de l'identité de ce peuple. Pour voir les facteurs du développement d'un peuple, d'une terre, il faut voir comment les gens gèrent la sexualité dans ce pays-là. Il faut voir même quelle est l'éthique sexuelle de ce pays-là, ou de cette population, ou de cette culture. Il faut voir quelle est en fait la capacité de spiritualisation de ce peuple-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi les ancêtres disent, vous ne pouvez pas vous développer sans votre culture et sans votre culturel. C'est ça en réalité la vérité. Le développement est Hotep. Ça veut dire quoi? Les facteurs qui en fait accouchent le développement demeurent les testicules de Seth et l'œil d'Horus. Les deux doivent s'entendre. La spiritualité, la capacité d'un peuple à se spiritualiser et sa capacité, vous voyez, à être pur, concret, vous voyez, et en fait à mieux gérer la circulation de sexualité dans sa cité. Eh bien oui, c'est ça. Donc en réalité, ce que vous appelez la mouvance politique ou le pouvoir, en fait, représente le principe de l'éveil. Donc le pouvoir politique ou tout régime doit savoir que son rôle, sa fonction identitaire, c'est d'accompagner le peuple dans un processus d'éveil. Oui, éveil. Par contre, ce que vous appelez le contre-pouvoir, en réalité, son rôle, sa fonction identitaire, c'est de veiller à ce que le pouvoir politique ne se détourne pas de sa fonction et ne se détourne pas de sa mission. C'est de veiller à ce que, en fait, le pouvoir politique ait toujours ses mains propres et pures. Donc ce n'est pas de combattre le pouvoir politique ou la mouvance ou de l'empêcher de se développer. Non, ou de développer un pays. Non, je suis désolé. Je suis désolé. En Afrique, jadis, le roi a toujours ce qu'on appelle le fou du roi. Oui, le fou du roi. Pour toujours symboliser celui qui joue le rôle d'autorité sectien dans le régime ou dans l'instance politique. Nous avons toujours connu ça. Je parle de la véritable opposition, et pas ce que les États africains fabriquent là. Je suis désolé de vous le dire ainsi. Les gens peuvent dire, est-ce que l'instructeur est rentré dans la... Je ne suis pas un politicien. Mais je suis un métaphysicien de la nature. Et en ma qualité de métaphysicien de la nature, je dispose de la connaissance, des connaissances premières
authentique et originelle de toutes les choses et de tous les concepts. Et je vous le dis, le pouvoir politique, c'est un pouvoir spirituel. Autrement dit, c'est un pouvoir, le pouvoir d'État est un pouvoir identitaire, c'est un pouvoir culturel. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans un pays, comme pays romain, ou comme pays togolais, ou comme pays ivoirien, ou quelconque pays du monde, le système politique doit répondre aux aspirations identitaires de cette terre-là. Autrement dit, ça sera source de destruction pour ce peuple. Depuis lorsque vous pratiquez la démocratie au sens africain, au sens occidental en Afrique, là, citez-moi le nom de pays africains qui sont développés. Si ce n'est pas d'être le valeur locaux ou bien le label de l'impérialisme occidental sur vos terres. C'est pourtant ça la vérité. Je parle de tous les pays africains. Je n'indexe personne. L'Afrique doit retrouver son système à lui. Ce n'est pas que nous allons retrouver, nous allons retourner à notre système ancestral qui, en fait, où le système ancestral, vous voyez, associé au pouvoir d'Horus, au pouvoir politique. C'est ça la vérité. Le contre-pouvoir et le pouvoir dans un pays, c'est les deux qui doivent réaliser OTEP. OTEP, c'est le développement. OTEP, c'est le développement. Ça veut dire quoi? C'est la logique selon laquelle l'opposition dénonce n'est pas totalement fausse. Dénoncer ne veut pas dire insulter. Dénoncer ne veut pas dire être contre. Mais dénoncer, c'est faire dire le mal pour que le mal soit corrigé. C'est faire, en fait, c'est ressortir un déséquilibre pour que l'équilibre revienne. C'est ça, en fait. Ce n'est pas de détruire le pouvoir, parce que si vous détruisez le pouvoir, un jour vous serez au pouvoir. C'est ce que les hommes politiques de l'Afrique, des Africains doivent comprendre en réalité. Mais ce n'est pas de votre faute, parce que le systémique dans lequel vous exercez le pouvoir politique et le contre-pouvoir politique, c'est un système qui n'est pas associé à nos valeurs identitaires. Donc c'est normal en fait. Lorsque le chien cherche à vouloir faire des grimaces comme un singe, eh bien oui, il va se casser les côtes. Le singe demeure le singe. Et dans son systémique, il est le maître des grimaces. Le chien demeure le chien. Dans son systémique, il est le maître de l'aboiement. Lorsqu'on comprend, lorsqu'on accepte les choses comme ça, on est en paix. Pour qu'il y ait une gestion équitable de la cité par les énergies cosmotelluriques, les énergies rouges et blanches, il faudrait qu'en réalité, le pouvoir orient et le pouvoir septienne, en fait, chacun joue son rôle. En fait, pour accéder à Otep, il faudrait que l'œil d'Horus et les testicules de Seth jouent constamment et sincèrement leur rôle. L'un l'autre, le premier, c'est d'accompagner à l'éveil, l'autre, c'est de veiller à l'équilibre. C'est ça la vérité. Le contre-pouvoir veille à l'équilibre. Lorsque le pouvoir accompagne à l'éveil, vous devez rester dans cette prérogative-là. Ça veut dire quoi? On ne lit pas un chef d'État, encore que bon, je ne vais même pas parler de ça, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde dont les gens comprennent vraiment mal les choses et autres. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas un politicien. Donc là, c'est la métaphysique de la lutte, des luttes politiques. Les luttes politiques, dans le mythe qui représente leur origine, c'est le mythe d'Horus et de Seth. Conflit entre Horus et Seth.
la mission des luttes politiques, la mission identitaire des luttes politiques, selon la spiritualité ancestrale, c'est de parvenir à l'accomplissement de Hotep. Hotep qui est la symbolique du développement. En fait, si on était encore dans une société sérieuse en Afrique, le pouvoir, le contre-pouvoir ne peut pas être là et que des lois contre nature soient votées dans un pays. Les lois qui ne répondent pas à l'identité, soit l'identité culturelle et culturelle d'une terre soient votées et promulguées. Je suis désolé de vous le dire, c'est ça. Arrêtez des conneries de religion, nous sommes des pays laïcs. Arrêtez tout ça. Mettez tout ça dans les poubelles. Au-delà de tout, vous êtes des Africains. L'islam, c'est l'identité d'un peuple donné. Vous comprenez? La chrétienté, l'identité, la judéo-chrétienté, l'identité d'un autre peuple. Mais notre identité à nous, nous la connaissons. C'est ça la vérité. Lorsque les peuples africains vont véritablement retourner au systémique naturel de la gestion de la cité par les énergies cosmotelluriques, eh bien oui, il y aura Hotep, il y aura le développement. Parce que c'est en réalité le développement, c'est en même temps, en fait, l'écoulement des bénédictions de la providence divine de la force de l'océan de vie sur une cité et sur une population. Si la Chine est au niveau à laquelle elle doit être actuellement, la Chine, c'est parce que la Chine, en fait, a s'est mis au travail si tôt et a dû, en fait, construire un systémique qui, en fait, répond à son identité intrinsèque, qu'est le communisme. Et vous, les Africains, quel est le systémique politique et structurel qui répond, veut dire, à la nature de votre identité intrinsèque? C'est ça que vous devez chercher. Il ne s'agit pas de faire n'importe comment des élections, je suis désolé. Je suis désolé. C'est même un système à jeter. Les élections, ça, en fait, tant qu'il y aura toujours élections en Afrique, tant qu'on ne peut pas trouver un autre systémique, un autre possibilité, une autre forme, vous voyez, qui peut permettre d'amener des vrais hommes à la tête de nos États et qu'on va toujours faire des élections, on va toujours élire des dirigeants bancaires, des dirigeants bizarres qui vont toujours servir, puisque les élections, ça ne vient pas de chez nous, ça vient de ces personnes-là. Donc ça ne fait pas partie de notre identité. On peut améliorer la chose. Entre-temps, dans l'Afrique antique, en fait, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je suis désolé de vous le dire. On avait un pouvoir royal qui est héréditaire. Est-ce qu'on me comprend? Il y a ce qu'on appelle le sang royal. C'est ce que Hitler avait compris. Un sang royal, c'est un sang pur. Et un n'importe qui ne s'intruse dans le sang royal. Mais aujourd'hui, on peut ne pas être fait ça sous cette forme. Mais on peut trouver une forme qui est adaptée à nos réalités d'aujourd'hui. En termes de succession au pouvoir d'État. Même si c'était le sang royal, c'était l'oracle avec son mot à dire. Oui, l'oracle avait son mot à dire. Et aujourd'hui, c'est d'établir un système dans lequel l'oracle aura toujours son mot à dire dans la succession des hommes, des chefs d'État en Afrique. Horus a été choisi par l'oracle parce qu'il n'était pas le seul enfant du dieu Osiris. Il y avait aussi Anubis qui était l'aîné, qui est aussi enfant d'Osiris, mais l'aîné d'Horus.
C'est ça en réalité. Je vais m'en arrêter là. Je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne, liker mes vidéos, partager la vidéo. Gardez ceci en tête. Le pouvoir politique est un pouvoir spirituel. Et en réalité, tant que nous n'allons pas retrouver notre systémique, un systémique qui répond à notre nature identitaire, eh bien oui, le pouvoir politique sera toujours destructif pour nos peuples. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il ne s'agit pas d'être pour, d'être contre. Moi, je ne suis pas un politicien. Je vous le dis en toute sincérité. Les jeux politiques à l'occidental, comme on le fait en Afrique, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse nullement pas. C'est vrai, je dispose des connaissances pour accompagner des hommes politiques. Oui, mais je ne suis pas un politique, je ne le ferai jamais. Ça, soyez-en sûrs. Sous cette forme, je ne le ferai jamais. Parce que moi, je suis authentique. Moi, je suis le fils. Je suis, comme me l'a dit quelqu'un, eh bien oui, je suis le soldat de l'Afrique. Je suis un fils de Karma. Eh bien oui, je suis Osirista. C'était Sri Joseph Arondino. Pour ceux qui me demandent en tant que maître, je devais avoir un pseudonyme. On m'appelle Sri Joseph Arondino, je n'ai pas de pseudonyme. Moi, je suis un homme authentique. Je n'ai pas besoin d'avoir de pseudonyme. Ceci étant dit, portez-vous bien. Ike.